Salut les aviateurs, on voulait sortir cette vidéo avant que la chaîne ne franchisse la barre des 1000 abonnés. C'est arrivé plus vite que prévu, alors on profite de l'occasion pour vous dire encore merci pour votre fidélité. Dans ce tuto, nous allons étudier et expérimenter les configurations de vol lent et approcher les situations de décrochage et de second régime. Allez, c'est parti! De nombreuses situations de vol au second régime, se terminant par un décrochage, ont causé des accidents aériens. Sur le moteur de recherche du BEA, on dénombre une vingtaine de cas répondant au mot-clé second régime depuis l'an 2000. Ces accidents d'avion surviennent souvent au décollage, dans des configurations proches de la charge maximale et avec le plein de carburant et de passagers. Les pilotes n'ont généralement pas conscience de cette situation particulière. Un autre profil est composé de pilotes d'ULM, souvent confrontés à un rapport poids-puissance défavorable. Ils semblent mal informés de l'existence de la configuration de vol au second régime. Ces accidents arrivent principalement durant la phase de décollage. Le pilote cherche prématurément à cabrer la machine pour la faire monter. On verra plus tard pourquoi cela ne fonctionne pas. Toujours est-il que l'appareil ne parvient pas à s'élever après le décollage. Alors certains tirent encore plus sur le manche et décrochent, symétriquement ou sur une aile. D'autres optent pour un atterrissage de fortune, souvent destructeur. Ces retours d'expérience nous incitent à proposer cette vidéo pour tenter de décomposer les causes du second régime et la manière de l'éviter. Partons ensemble en DR400 120 chevaux, c'est-à-dire pas la version la plus gaillarde, pour une séance de travail à travers le domaine de vol de cette machine. On évoluera entre la vitesse de croisière et la vitesse de décrochage, en passant par les configurations de vol lent. Pour ce vol, on est loin de la charge max. On verra que le plan de charge joue un rôle déterminant dans la survenance de l'accident. Nous commençons ici en vol à vitesse de croisière, 100 nœuds, 2500 tours, volé à 0, en palier. L'appareil répond bien aux commandes, il est stable sur sa trajectoire. Pour la suite des exercices, on essaiera de rester en palier et d'adopter des positions stabilisées à différentes vitesses et configurations. On commence à modifier la vitesse de palier en appliquant la configuration d'attente en lice. On réduit donc la vitesse à 2100 tours et pour garder le palier, on cabre très légèrement l'avion en remontant progressivement le repère pare-brise. Pour le moment, les volets sont toujours à 0 de braquage. L'appareil semble voler efficacement et reste très manœuvrant. On peut considérer qu'entre 80 et 100 nœuds, on est dans le domaine de vol nominal du DR400 120 chevaux. Pour mémoire, 80 nœuds est une vitesse qui est également préconisée par le manuel de vol en montée standard. On y reviendra un peu plus loin. De l'autre côté du domaine de vol, on peut facilement pousser jusqu'à la vitesse de manœuvre à 115 nœuds. Mais pour cela, on sera en descente. On verra également pourquoi dans cette vidéo. La vitesse d'attente en lice se calcule en prenant 1,45 fois VS, qui est la vitesse de décrochage en lice. Le manuel nous donne une vitesse de 55 nœuds pour VS, mais on va la tester par nous-mêmes. Donc la vitesse d'attente en lice est bien de 55 fois 1,45 égale 80 nœuds. En dessous de cette valeur, on entre dans le régime de vol lent que nous allons explorer à présent. Commençons par tracer la courbe qui met en relation la vitesse de l'avion et la puissance nécessaire pour maintenir le palier. On constate que la courbe prend une forme en U. Logiquement, la courbe de puissance nécessaire est le reflet de la courbe de traînée. À droite de la courbe, on voit que quand l'avion vole vite, la traînée augmente, notamment à cause des frottements aérodynamiques des surfaces ne contribuant pas à la portance, comme le fuselage ou le train. À gauche de la courbe, quand l'avion ralentit au-dessous de 80 nœuds,
La traînée augmente également à cause de l'accroissement de l'incidence qui augmente la traînée induite. Là aussi, il faut donc augmenter la puissance transmise par le moteur pour soutenir la vitesse et maintenir le palier. La puissance nécessaire passe ainsi par un optimum aux environs de 80 nœuds pour notre DR400. Cette limite est importante car elle sépare les deux parties du domaine de vol de l'avion, appelées premier et second régime. On y revient plus tard. On note à ce stade que pour une même puissance appliquée, on peut se trouver dans deux configurations différentes. L'une au second régime avec une vitesse faible, l'autre au premier régime avec une vitesse confortable. Comme on pouvait s'y attendre, entre 80 et 100 nœuds se situe une plage dans laquelle la puissance nécessaire au palier est relativement linéaire et correspond à des plages de régime moteur standard. Dans cette partie du domaine de vol, l'avion affiche des assiettes relativement faibles, le fuselage est quasiment horizontal, l'angle d'incidence de l'aile est très petit. Vu du poste de pilotage, le repère pare-brise est proche de l'horizon. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe quand on ralentit en dessous de 80 nœuds. On réduit la vitesse vers 70-80 nœuds en cabrant un peu plus l'avion. On constate qu'on parvient à se stabiliser en palier vers 1800 tours. Cette réduction de vitesse se fait sans avoir besoin de beaucoup modifier la puissance moteur. Là encore, on pilote avant tout en préaffichant la puissance, en maintenant la trajectoire et en appliquant une assiette un peu plus cabrée. Voyons ce qu'il se passe sur le plan aérodynamique. En palier stabilisé, le poids est équilibré par la résultante aérodynamique qui s'applique sur l'aile. Cette force, appelée Fz, est caractérisée par une équation mettant en jeu la vitesse de l'avion, d'une part, et l'incidence de l'aile, d'autre part. Dans l'équation Fz égale A fois Cz fois V au carré, A est un ensemble de constantes qu'on ne détaille pas ici, V est la vitesse de l'air, Cz est un coefficient de portance caractéristique de l'aile de notre avion, qui est fonction principalement de l'incidence de l'aile. En vol nominal de croisière, la vitesse contribue fortement à la portance de l'avion, car cette dernière augmente avec le carré de la vitesse. Le coefficient de portance contribue peu à la portance, et dans cette configuration, l'incidence est faible. Quand l'avion ralentit, pour maintenir le palier, le pilote doit augmenter le Cz en cabrant l'avion pour augmenter l'angle d'incidence et compenser la baisse de contribution de la vitesse à la portance. On doit sensiblement augmenter l'incidence et le coefficient de portance pour maintenir l'équilibre des forces quand on arrive à de très basses vitesses. Maintenant, on poursuit notre décélération et on va essayer d'atteindre la vitesse de déclenchement de l'avertisseur de décrochage tout en s'attachant à maintenir le palier. Afin de maintenir la trajectoire horizontale, on est obligé d'augmenter fortement l'assiette. Mais on constate aussi qu'on est contraint de rajouter pas mal de régimes moteurs, sans quoi on ne peut éviter de descendre durant la manœuvre. Alors comment s'expliquent ces constats? En passant de 75 à 55 nœuds, on constate que plus on ralentit, plus la puissance nécessaire au palier augmente. À la fin, on a la sensation de devoir soutenir la trajectoire de l'avion à l'aide de la manette de gaz. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. En fait, on est obligé de mettre plus de gaz pour maintenir la vitesse qui tend à s'effondrer sous l'effet de la traînée. La trajectoire de l'avion est compensée par la traction du moteur. En ralentissant, on cabre l'avion pour augmenter la portance à l'aide d'une incidence plus forte. Mais par cela, on induit aussi une augmentation du coefficient de frottement et donc une plus forte traînée. Cette traînée tend à ralentir l'avion et il faut s'y opposer en augmentant la puissance de la force motrice fournie par le moteur. D'où le besoin de soutenir la vitesse au moteur alors qu'on ralentit, et c'est contre-intuitif. Mais on comprend bien que cette solution n'est pas infinie. À partir d'un moment, on atteint la position de décrochage sous un angle d'incidence de 15 à 18 degrés. On relève donc une vitesse de 55 nœuds en lice pour un régime moteur de 2200 tours juste avant le décrochage. C'est la vitesse minimale de palier.
Lors de la manœuvre, l'avertisseur de décrochage donne l'alerte à une vitesse 10% au-dessus de la vitesse de décrochage réelle. Pour nos calculs, on retiendra donc que la vitesse minimale de vol en palier est de 55 nœuds. La gamme de vitesse en dessus de l'inflexion de la courbe de puissance est le domaine de vol pour lequel l'avion a été étudié et rend toutes ses performances. On l'appelle premier régime. La loi de pilotage dans cette partie du domaine de vol est évidente. Plus on accélère, plus on doit ajouter de la puissance pour compenser l'augmentation de la traînée et plus on diminue l'assiette pour ne pas monter. Le repère pare-brise est sur l'horizon. Par conséquent, les configurations en dessous de cette vitesse sont du domaine du second régime. Ce domaine se confond pratiquement avec le domaine du vol lent. Dans le domaine du second régime, la loi est moins intuitive. Plus on ralentit, plus on est contraint de cabrer pour soutenir la trajectoire de palier. Mais en même temps, la traînée augmente et on est constamment obligé de rajouter de la puissance pour soutenir la vitesse. À présent, à la courbe de puissance nécessaire pour maintenir l'avion en palier, on va opposer la courbe de puissance utile. C'est celle que le moteur de l'avion et l'hélice, avec son aérodynamique complexe, peut restituer aux différentes vitesses. En coupant la courbe de puissance nécessaire aux basses vitesses, au point 1, elle définit la vitesse minimale de palier en dessous de laquelle on décroche. Aux vitesses élevées, la puissance nécessaire au palier est supérieure à celle que l'avion peut fournir. C'est le croisement des courbes au point 2. Pour continuer d'accélérer, il faudra se mettre en descente et utiliser la force motrice additionnelle fournie par le poids de l'avion. Intéressons-nous à la plage de vitesse entre les intersections. Comme on l'a vu, en 1 et en 2, la puissance utile maximale suffira à peine à maintenir l'avion en palier. Entre ces vitesses, on dispose d'une puissance disponible pour la montée. Elle augmente avec la distance entre les deux courbes. Si on reporte cette différence sur une seule courbe, on obtient un nouveau profil donnant la puissance résiduelle utilisable en montée. Et c'est ce qui va nous servir précisément pour la suite. Dans le graphique, la valeur de puissance en ordonnée est directement convertible en taux de montée. Donc, en reportant la tangente à la courbe partant de l'origine, on trouve directement l'angle de meilleure pente. Cet angle de montée est le plus fort que puisse afficher l'avion et est obtenu à une vitesse de l'ordre de 70 nœuds. C'est la vitesse de meilleure pente, celle que l'on privilégie pour franchir les obstacles en bout de piste. En prenant la tangente au sommet de la courbe, on trouve la vitesse de meilleure montée, vers 75 nœuds. C'est la vitesse qui permet de rejoindre le plus rapidement possible l'altitude de sécurité, permettant par exemple d'envisager un 180 degrés en cas de panne. Ces explications font abstraction du fait que l'on utilise ces trajectoires avec des volets braqués au premier cran, mais le principe général reste le même. On a déjà vu que la vitesse de montée normale se situe à l'entrée du premier régime, vers 80 nœuds. Concentrons-nous à présent sur la vitesse minimale de palier, celle qui marque le début de la courbe. On sait que cette vitesse minimale est la plus faible permettant d'envisager le palier. Mais cette vitesse est trop précaire et la moindre turbulence peut nous faire décrocher. Aussi, on a pour habitude de compter une majoration de 10 à 15% de cette vitesse pour déterminer la vitesse de décollage. Elle est de 60 nœuds pour le DR400 120 chevaux. À l'aide de ces courbes, on peut donc déterminer les principaux repères du domaine de vol de notre appareil aux basses vitesses. Cette courbe nous montre aussi qu'entre la vitesse de pente max et la vitesse de montée normale, l'avion dispose de tout son potentiel de puissance disponible. Il est donc sécurisant de rejoindre au plus vite cette partie du domaine de vol après le décollage. En effet, en dessous de la vitesse de décollage, la puissance en réserve est très faible. La moindre turbulence peut faire décrocher l'avion. La bonne stratégie est donc de favoriser l'accélération après l'envol en y consacrant toute la puissance disponible. C'est pour cette raison que l'on applique une trajectoire en palier après décollage afin de continuer l'accélération vers la vitesse de montée.
Ce n'est pas la stratégie des avions de ligne qui sont avantagés par un rapport de puissance bien meilleur que les avions monomoteurs à piston. Ils ont des performances à vide qui sont tout à fait impressionnantes. Et même à la charge maxi, ils sont capables de passer directement du roulage à la montée en une seule rotation. Alors, pourquoi opter pour un décollage à 60 nœuds suivi d'un palier au lieu d'une accélération au sol? Eh bien, tout simplement car l'accélération en l'air est bien meilleure qu'au sol, notamment sur piste en herbe. On économise ainsi une bonne dose de frottement et on consomme bien moins de longueur de piste. Cette stratégie reste gagnante, mais c'est un compromis entre différents dangers. Ainsi, il faut bien comprendre que l'instant qui suit le décollage est un moment critique. Le décollage et la montée, ainsi que l'atterrissage, se déroulent dans le domaine du second régime. Cette situation n'est donc pas dangereuse en soi. C'est d'ailleurs le premier régime dans lequel on passe durant le vol et il est donc bien mal nommé. Ceci dit, la zone dangereuse se situe dans les faibles vitesses entre la vitesse de décollage et la vitesse de décrochage, que l'on appellera ici zone rouge. Comme on l'a vu, à faible vitesse, quand l'incidence est forte, la traînée induite est également forte et contraint le pilote à augmenter les gaz. Pour faire simple, on remet de l'air avec une faible efficacité. L'aile comme l'hélice ne sont pas dans la position optimale. Dans certains cas, cette performance dégradée rend l'accélération difficile, voire impossible, et le peu d'énergie disponible est entièrement consacré à maintenir l'avion en palier. Idéalement, pour accélérer rapidement et sortir de ce mauvais pas, il faudrait faire piquer l'avion et le laisser descendre avant de reprendre le palier. Mais le plus souvent, les obstacles en bout de piste interdisent cette option. C'est un choix cornélien imposé au pilote, trop cabrer et décrocher, ou piquer et percuter les arbres en bout de piste. Il n'y a pas de solution évidente à ce dilemme, et il faut donc tout faire pour éviter cette situation. Pour se prémunir du faux pas du second régime, il faut éviter de forcer le décollage en dessous de la vitesse recommandée par le constructeur et observer un palier d'accélération avant d'engager la montée. Sur piste courte avec obstacle, il faut se faire violence et croire en la méthode. Il ne faut pas tirer prématurément sur le manche, laisser monter la vitesse sans focaliser sur les obstacles. Mais il faut aussi prendre en compte et anticiper les différents facteurs aggravants. Premier facteur, la charge à l'air. Un avion à la charge max a besoin de plus de puissance pour pouvoir se maintenir en palier, ce qui revient à faire remonter la courbe PN sur le schéma. Ce changement réduit rapidement la plage autorisant la montée. Les vitesses minimales et maximales en palier se rapprochent et la puissance résiduelle maximale est fortement diminuée. Conclusion, l'avion aura besoin de plus de vitesse pour décoller et il montera moins bien. Ce n'est donc pas un hasard si les accidents de ce type arrivent à des appareils ayant le plein de passagers et de carburant. Même si les vitesses données par le constructeur sont supposées s'appliquer jusqu'à la masse max, il est préférable de s'en tenir éloigné chaque fois que c'est possible en ajustant le volume de carburant. C'est pour cette raison que l'on conseille de ne pas rendre un avion avec le plein complet. Il sera plus facile pour le pilote suivant de remplir le réservoir que de le vider. La diminution de la densité de la masse d'air sous l'effet de l'altitude ou par forte chaleur produit le même effet. Ces conditions ajoutent également une baisse de performance du moteur, ce qui abaisse aussi la courbe de puissance utile, réduisant encore plus drastiquement la plage autorisant la montée. Le vent peut également jouer un rôle déterminant. Par une rafale, l'appareil peut décoller prématurément et l'instant d'après, la machine se retrouve à nouveau à sa vitesse avant décollage dans la zone rouge. La conclusion est simple et s'applique dans tous les cas.
laisser le nez bas permet au moteur de déployer toute sa puissance et d'atteindre la vitesse de sécurité avant d'engager la montée. On comprend à présent l'importance du choix de la vitesse de décollage et la nécessité du palier d'accélération. Enfin, compte tenu de ces contraintes, avoir la pleine puissance au décollage est vital. Il est donc indispensable de vérifier qu'elle est bien présente à la mise de gaz, à défaut, on interrompt le décollage. J'espère que cette vidéo vous a convaincu et éclairé. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.